Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut à tous. Juste avant de commencer cet épisode, je souhaitais remercier Square Champs qui m'a permis de réaliser cette interview formidable. J'adore Square Champs car ils ont pour mission de transmettre les valeurs du sport de haut niveau dans les entreprises et les associations. Ils organisent des conférences, des ateliers, des événements de team building avec des champions vraiment inspirants et accessibles. Vous l'avez compris, avec Square Champs, nous partageons énormément de valeurs en commun. Et je remercie Brian, son cofondateur, pour m'avoir fait confiance et mis en relation avec ses champions pour enregistrer des épisodes d'exception. Donc si vous êtes entrepreneur, DRH ou que vous souhaitez tout simplement faire intervenir des champions dans votre entreprise, rendez-vous sur squarechamps.com et dites-leur que vous venez de ma part. Et vous serez très bien reçu. Bon épisode. Salut Pierre-Ambroise. Bart, bonjour. Écoute, merci infiniment d'être déplacé jusqu'ici. Je crois que c'est la première fois que je suis plus stressé que l'invité sur une interview. Mais non, c'est impossible. Si les gens voyaient ce qui se passait en ce moment même, non. Croyez-moi, il essaie de se dédouaner de cette confiance qu'il a. Il est beau. C'est un sourire de façade là. Mais j'ai un peu la pression. Déjà parce que t'es un des sportifs dont moi j'appréciais le plus la personnalité médiatique. Et en plus. Comme t'as fait un peu le choix de couper par rapport à ça et je respecte entièrement ce choix parce que ça doit être très compliqué à gérer. Tu vois, je me dis waouh, j'ai la pression, s'il est là, faut pas qu'il passe un mauvais moment, donc on va essayer de se détendre tous les deux et de passer un bon moment avant tout quoi. J'apprécie. Après, si je suis là, c'est que j'en ai envie. Maintenant, c'est par choix que je réponds, pas du tout par prétention ou quoi que ce soit. Voilà. Okay. C'est pas Brian qui t'a fouetté et tout, parce que on est avec Brian de Square Champs. Si, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai des marques sur le dos là. J'ai un date ce soir. Comment je vais faire? il est venu, il nous a traîné tous les deux. Mais non, en tout cas, ouais, je suis vraiment ravi et on va essayer de faire les choses bien et de passer un bon moment. Comme je te disais, j'aime bien démarrer un peu par l'enfance. Et je t'avoue que je connais pas ton enfance. Et tu vois, je te connaissais un petit peu, je te suivais à l'époque sur les réseaux. Tu me faisais marrer à chaque fois que tu passais à la télé. Mais je connais pas du tout ton enfance. Et du coup, je connais pas la tienne non plus, donc pourquoi pas. Ouais, je vais te la raconter. J'espère. Mais du coup, la tradition sur le podcast, c'est de commencer un petit peu par savoir quel est toi ton premier souvenir de sport. Ouais, moi le sport après c'est toute ma vie, donc il y en a eu tellement. C'est vrai que devoir en piocher un dans le jeu des souvenirs, ça va pas être évident. Je vais prendre un. En fait, c'est vrai que beaucoup de mes amis font du foot. Il y a encore quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit alors, est-ce que t'as fait du foot toi dans ta vie et tout? Oui, c'est mon premier sport en fait. Après le rugby, mais j'avais 5 ans. Mais le vrai premier où il y a eu une licence, c'était le football. Et en fait, moi, je me suis fait tacler une fois. Je me rappellerai toujours le protège tibia s'est barré. Et j'ai dit plus jamais. Bon, tu te doutes bien qu'en quelques années après, j'ai enchaîné quelques accidents.
Donc je suis devenu plus casse-cou que je l'imaginais quand j'avais 7 ans, quoi. Ma personnalité a un peu dévié du côté obscur. Ok. Voilà, mais c'est vrai qu'après j'avais le stade de foot qui était en contre-plongée, on voyait la piste d'athlétisme. Et ça me faisait rêver. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours trouvé ça plus esthétique une piste d'athlé qu'un stade de foot. Pourtant, je préfère voir des matchs de foot à la télé. Mais voilà, mon premier souvenir de sport, ça, je pense que c'est celui-là. Ok. Bon, ça dépend qui court sur la piste d'athlé aussi. Il y a le petit. Ouais, mais je trouve ça aussi magnifique, un petit qui est en train de courir n'importe comment et qui a envie de gagner contre tous les autres derrière, que un Usain Bolt qui est en train d'enflammer la piste. Tu vois, pour moi, c'est aussi beau. Ok. Et tu jouais quel poste du coup? J'en jouais pas à 7 ans, tu joues pas de poste, hein. C'est vrai, c'est un peu qui se met où il peut, quoi. Si je devais jouer au foot, je pense qu'il me placerait. Il y a pas beaucoup de technique, tu vois, dans mon jeu. Déjà, je joue pas beaucoup. La dernière fois que j'ai joué au foot, je me suis blessé, donc c'est un peu le problème de l'athlétisme. On peut pas faire beaucoup de sport à côté. Et je sais pas, milieu récupérateur, quelque chose comme ça, tu vois, le mec qui essaie de courir un peu partout, qui renvoie les balles, il y aura pas d'attaquant. Okay. C'est vrai que je te vois un peu albatros, un peu à la Matuidi, je sais pas pourquoi. Ouais, bah parce qu'il y a on se sert de ses compétences, hein. Mais, ok, très fun. Et t'as de la chance que normalement les plus grands on les mettait au cage. Moi, je me rappelle non, mais je suis pas le plus grand. À l'école, peut-être aujourd'hui, entre nous trois, je suis le plus grand, mais à l'école, on mettait les plus grands en cage. Mais ouais, tu fais combien d'ailleurs, genre... T'avais goal volant, toi, ou pas, dans ton école? Bien sûr. Bien sûr. Voilà, si c'était moi avec 3 poumons, je faisais goal volant. Putain, Bart, on t'avait dit de pas faire le... Exactement, ça m'est arrivé très souvent. Surtout quand t'es le petit blond, tu te prends un savon par le reste de l'équipe. Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Moi, ça dépend du collège, c'est toujours la même histoire. Hein. Ou du primaire, en l'occurrence. C'est vrai. Et du coup, tu fais du foot jusqu'à quel âge? Non, mais j'ai fait, je te dis ça, j'ai fait 1 an de foot à peine, je te dis, je me suis fait tacler. Tu te doutes bien que j'ai pas attendu beaucoup d'entraînement pour me faire tacler. Et donc j'ai fait de l'athlétisme très vite en fait. C'est quasiment mon premier sport. Je suis vraiment issu de l'athlétisme pour le coup. Ok. Tu te souviens de la première fois que t'as chaussé des crampons et que t'es allé sur une piste? Non, pas vraiment. Je me souviens par contre de la première compétition que j'ai fait, c'était ils appelaient ça le 1 km. Donc on faisait pas 2 tours et demi sur la piste comme le 1000 mètres d'aujourd'hui. C'était des tours de terrain et on finissait sur la piste, tu vois, un peu comme dans les cross-country. Ok, je vois, ouais. Et là, pour le coup, je l'avais gagné cette course. Et donc, je pense que quand tu gagnes, quand t'es tout petit, c'est la petite fierté, l'ego, et ça te donne envie de continuer. C'est un peu à l'instar du foot où je me suis fait tacler. Je me sentais pas à mon aise, loin d'être le meilleur, donc je me suis barré direct. C'est un peu de la faiblesse, c'est un peu de la lâcheté quelque part. Ouais, si je devais recommencer ma vie, je pense que je testerais le foot pour voir. T'as fait du foot, toi? Non, écoute, mes parents ne voulaient vraiment pas que je fasse du foot. Parce que je sais pas, je pense que mon père a dû être traumatisé par Battiston et Schumacher, tu vois, il devait y avoir des trucs comme ça, les poteaux carrés. Mon père est un grand supporter des Verts et oula, tu vas peut-être avoir un ennemi à ta droite, à ta gauche. Ouais, je sais. On en a pas parlé encore, mais j'évite le sujet. Mais après, bon, voilà, je suis né à Paris, donc la tentation du foot était quand même là, surtout fondation du club en 80, non. Quelle année? Je peux pas t'aider. Je crois que c'est 70, dans les années 70, la création du Paris Saint-Germain. Ouais, c'est les années 70. Mais non, mes parents, écoute, mais en fait, pour être tout à fait honnête, je vais être tout à fait transparent, je suis allé, j'espère. Je crois que je devais avoir 6-7 ans, je suis allé au foot une fois, et je suis revenu, et j'avais appris, je pense, 5 gros mots en 1 heure. Mon père m'en a mis 2 et 2 gros mots. Et il m'en a mis 2 et il m'a dit plus jamais on va aller sur d'autres sports, on va aller sur du tennis. Voilà. Et du coup je me suis retrouvé à faire du judo parce que lui avait fait les championnats de France de judo, il a été jeune espoir en judo, du coup j'ai fait pas mal de judo, ça me plaisait pas trop. Puis ça se voit pas trop comme ça, mais quand j'étais tout petit j'étais une crevette. Ah ouais, c'est vrai que maintenant t'as bossé un peu un manque de confiance à combler, ouais. Mais tu vois, j'étais mon psy me l'a dit 20 fois, mais je devrais être présent aujourd'hui. Ouais, non, j'étais le petit gamin blond posé à côté de la maîtresse sur toutes les photos de classe, tu vois, parce que j'étais le plus petit, tu sais, sur un... peut-être parce qu'elle était pas mal aussi.
Je repasserai sur les photos. On peut toujours, il y a Photoshop aujourd'hui, on peut toujours, on peut toujours rebooster travailler, la confiance l'histoire. que tu avais à l'époque. Ok. Mais non, du coup, voilà, pour ma petite confession, j'ai fait une séance de foot et ça s'est jamais reproduit, donc Ok. on est à peu près au même niveau. Ouais, je pense. on a un point commun là-dessus, c'est bien. Mais Ok. t'aimes le foot maintenant? Écoute, Ou pas. écoute, je regarde de moins en moins parce que je trouve que ça me rend idiot, tu vois. Ça me prend au trip, tu vois. Et j'ai envie- Et c'est pour ça que je me lève le matin et que j'ai plus de pensée, d'accord, ok, parce que je regarde de plus en plus, moi. D'accord, bon, bah, je vais suivre tes mouvements, c'est bien. Non, mais non, je sais pas. À un moment donné, je me suis dit, je sais pas, j'ai envie de faire du sport, mais j'ai pas envie de regarder du sport et je sais pas, j'étais pas toujours en accord avec les valeurs. C'est à partir du moment où j'ai fait un peu de rugby où j'étais plus trop en accord avec les valeurs, quoi. Tu vois. Ok. Donc Pourquoi pas? Non, mais c'est clair. Après, dans tous les sports, tu retrouves les valeurs. Hein. ouais, Si c'est vrai. tu grattes bien, Ouais, bien sûr, bien sûr. c'est vrai que le foot, c'est assez gros défaut quand même. Ouais, c'est clair. Mais après, tu vois, moi, je connais des présidents de clubs en associatif, tu vois, et je vois les vraies valeurs du sport, hein, je vois les vraies valeurs du foot. Et ça, c'est le vrai foot. Tu vois, ça, c'est le truc qu'effectivement, que j'ai envie de retrouver, qui me manque, Ouais. et que tu vois un peu moins à la télé, quoi. Mais bon, c'est Ça, mon opinion et c'est vrai c'est que pas à moi de... ça peut dépendre des niveaux aussi, mais bon, après, moi, je connais des gens qui ont bossé dans des clubs, pas de Ligue 1, et c'est très compliqué aussi t'as des mecs, c'est des ancêtres là-bas, et tu les fais pas bouger, même niveau mentalité, donc tu vois. Ouais. Je vais pas donner d'exemple parce que voilà. Mais je pense que c'est pareil dans toutes les fédés, mais bon, après... Ouais, non, mais à partir du moment où c'est des clubs, tu vois, c'est régi différemment. Ouais. Par rapport à l'athlé, par exemple, ou le tennis. Ouais. Où c'est très individualisé, notamment le tennis, tu vois, toi t'en as fait, donc tu peux plus parler de ça, mais nous avec Brian, on a des amis pro au tennis, et c'est vrai que ouais, t'es dans ta bulle, c'est pas du tout pareil. Ah, Tu vois, t'es coupé du monde. Ouais. c'est quelque part un peu plus sain, du coup. Ouais, c'est vrai que t'es protégé d'une autre manière, ouais. Ouais, t'es dans la merde parce que c'est toi qui finances tout, et si tu veux faire du très haut niveau, bah voilà, tu sais ce qui t'attend d'une certaine manière, et puis au foot, c'est t'as vrai qu'il y a une grosse tendance à devenir dépendant des concierges, des conciergeries et des clubs. Ouais. Malheureusement. Ouais. Et du staff médical d'une fédé ou d'un club, quoi. Ouais. Ce qui, moi, me plaît pas. Et je suis content d'avoir fait ce sport pour ça. C'est vrai? Ouais. C'est quoi? C'est plutôt, du coup, par rapport à l'indépendance? Ouais. Avec Je d'autres sportifs? suis un mec très indépendant. Je l'ai découvert, c'est encore pire qu'avant. Ok. Voilà, ce phénomène est en train de croître encore et encore. Je pensais pas. Et donc, c'est vrai que quand je refais le bilan, moi, je suis très, très content d'avoir fait de l'athlète. Ok. T'as des potes footballeurs un peu? Pas trop, non. En fait, ça va te parler. Mon agent, son frère, c'est Johan Hocker. D'accord. Ça doit te parler. Puisque si t'es stéphanois, bon, il a joué là-bas quand même. Ouais, tout à fait. À part ça, non, j'ai pas de potes footballeurs. On se croise pas beaucoup. J'ai pas eu l'occasion de faire des trucs avec eux. Je connaissais un peu Alexis Blin, qui jouait à Toulouse, mais on se connaît pas beaucoup non plus. Et puis, non. Ouais. C'est pas notre, non. Ouais. De toute façon, c'est un peu deux mondes différents, j'ai l'impression. Finalement. Ouais, pas tellement, pas tellement. Ouais. C'est juste qu'on se croise pas, quoi. Ouais. Moi, je suis dans ma bulle. Ouais, fast life un peu, mais nous, c'est plutôt les copains, quoi. Donc, on se rejoint. Et puis, mon cercle, il est pas très élargi, finalement. Mais j'ai l'impression, tu vois, c'est une question que j'avais un peu préparée en amont, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a une super ambiance sur le 800. Alors, je sais pas si c'est plus grand dans l'athlé, mais en tout cas dans le 800, tu vois, j'avais vu que tu t'entendais vachement bien avec Gabriel Tual aussi, Brian. Ouais, après ça, c'est niveau français, hein. Donc c'est normal. On est potes. Je sais pas si t'avais fini ta question, mais désolé de te couper. On a vécu des moments ensemble en fait d'entraînement, et comme l'athlé c'est un sport difficile, et t'as ta place quand tu la mérites, c'est-à-dire que c'est un minima, c'est pas quelqu'un qui décide. Je pense que ça vient de là en fait. Nous, au 1500, Brian il fait sa perf, moi je fais la mienne, même si on faisait la même discipline ou pas, on mérite tous les deux d'y être en fait. Ouais. Et il y a rarement des ambiguïtés, si tu veux. Alors à très haut niveau, c'est possible qu'il y en ait, mais au foot, t'as un mec qui décide, par exemple les cas Benzema ou autre, en fait, c'est vraiment le sélectionneur qui décide. Et si t'as fait une boulette, tu vas avoir des lobbies ou des gens un peu plus haut placés, alors qu'en athlé, il y a pas de débat en fait. Ouais. Tu fais ta perf, tu fais. Voilà, c'est ça. Au tennis, je sais pas comment ça se passe, mais j'imagine que c'est le classement ATP qui décide, ou en fonction des tournois, de tes points du moment. Ouais, il y a une part de rationalité derrière ça qui
qui est un peu le garde-fou du sport, tu vois. Ouais, ça rend la relation plus saine entre. On devient des potes parce qu'on s'entraîne ensemble. Et puis même si on est en concurrence directe. Après, moi, j'ai toujours adoré les gens, donc je vois pas pourquoi dans le sport ça serait différent. Ouais. Et c'est vrai que le demi-fond, ça reste un sport très fair-play. J'ignore pourquoi, mais il y a peut-être la souffrance, tout simplement. C'est la relation avec la souffrance. Pourquoi pas vous êtes tous par terre à la fin dès que vous passez la ligne d'arrivée. On a décidé de faire la même chose, et c'est quand même un sport sain aussi parce qu'il n'y a pas énormément d'argent. Tout le monde le sait. Et donc, du coup, à part la gloire et le dépassement de soi, qui sont les deux plus grosses valeurs, qu'est-ce que tu veux faire en fait de mieux. Et voilà, il y a encore un petit gars qui vient de faire, il s'appelle Benjamin Robert, il vient de faire une 44-50 au 800. Ça parlera peut-être pour ceux qui entendront ce podcast. C'est une grosse perf, ça commence à être du niveau du gratin mondial. Moi, j'étais hyper content pour lui, tu vois. Je lui ai envoyé un message direct, on s'est entraîné ensemble, on a fait un petit stage à Valence ensemble. Je l'imaginais pas à ce niveau, lui non plus, je pense pas. Et tu vois, le fait qu'il ait fait cette perf, ça y est, il a passé le cap en fait. Et ça fait plaisir. Ok. Voilà, peut-être que le coronavirus en a aidé certains qui avaient peut-être un peu trop de pression avec les échéances et les minima notamment. Ouais. Bon, on s'égare un petit peu là, mais tu vois l'idée. Mais c'est, ça met la pression de les minima. Je crois qu'ils sont fixés en début d'année, tu vois, genre au mois de janvier, quelque chose comme ça. Donc vous savez qu'il y a une date à partir de laquelle vous devez perfer à temps, quoi. Donc, exactement, ouais. Donc ça te met vachement la pression quand même sur le planning. Ça te met vachement la pression, ça dépend de tes ambitions, ça dépend du niveau que t'as en fait. Si t'es Usain Bolt, t'as pas de pression en fait. Ou Jimmy Vico pour le 100 mètres. Voilà, c'est. Ouais. Si tu vises une médaille olympique et que t'es pas capable de faire les minima, rentre chez toi en fait, tout simplement. Il y en a, c'est vrai qu'il y a eu des athlètes qui se sont plaints. Je vais pas citer les noms, mais je mériterais d'y être. Oui, mais si c'est pour faire, si c'est juste pour participer, je suis pas forcément d'accord avec ça non plus. Alors l'esprit Coubertin, c'est bien beau, mais je peux comprendre la position des fédés à ce niveau-là, d'imposer des minima. Alors en l'occurrence, les minima, ils sont différents chaque année parce que tu as des championnats d'Europe. Et puis l'année d'après, c'est un championnat du monde, Europe, et donc c'est jamais les mêmes finalement. Et les Jeux Olympiques, souvent les minima sont un peu plus élevés, enfin plus difficiles à faire en tout cas. Et il y a autant d'athlètes sur les Jeux que sur un championnat du monde, à peu près. C'est le même niveau. Ouais, c'est juste le niveau. On a l'impression qu'il s'élève un peu parce que c'est plus glorieux, forcément. Ouais, c'est juste les caméras, ça. Non, parce que c'est tous les 4 ans. Ouais. Voilà. Et puis les Jeux Olympiques, c'est le village olympique, c'est tout un symbole. Et quand il est, je peux te dire que t'as des petites gouttes de sueur, quoi. Ouais, tu vois, ça te fait quelque chose. Alors qu'un championnat du monde, t'as que l'athlète représenté. Ouais. Enfin, t'as que ton sport. Ah non, les JO, ça reste quelque chose d'impressionnant. Ouais. Ouais, tu vois, tu croises des personnalités. Il y a tout en fait. Il y a tout dans le village. T'as un souvenir, en l'occurrence, je sais pas, qui pourrait parler un petit peu, une rencontre un peu fortuite, une connexion, une soirée. Après, j'ai fait Londres en plus, donc j'avais 20 ans, j'étais un minot. Puis moi, voir les Joko, Usain Bolt et tout dans le village, c'était déjà quelque chose de fantastique. Et puis non, moi je me souviens, j'avais fait des soirées à la fin, tu vois. Forcément, tu te lâches. De toute façon, tu t'entraînes toute l'année. Et il faut bien que tu te lâches. Et si tu te lâches pas au JO, je sais pas où tu vas te lâcher. Tu vois. J'avais croisé, je vais pas te dire les noms, mais j'avais croisé les nageurs de l'équipe de France complètement pétés. Okay. Pour moi, c'est mes meilleurs moments, tu vois. On se croise au self en fait, et là on se rend compte qu'on est vraiment tous les mêmes en fait. Après une soirée, on a tous faim. Le village olympique, tu vois, tu peux manger n'importe quoi. Londres, c'était extraordinaire, tu vois. T'as même un McDo où tu peux manger gratuit dedans, tu vois. C'est la première fois que tu vas au McDo, t'as pas de paye. Tu payes pas, tu sors pas de ta carte bancaire. Tu prends ton plateau, tu te casses, tu vois. Je vais pas faire de pub pour McDo. Vous deviez pas avoir trop le droit à ce genre de bouffe, je pense, les semaines avant et les mois avant, quoi. Donc, t'as le droit à tout. Après, tu décompresses, quoi. Comme je te dis, le tennis, l'athlé, c'est des sports individuels. Donc, tu fais ce que tu veux, en fait. C'est toi qui décide de ton destin. T'as pas de contrat, quoi. C'est-à-dire que si tu cèdes à cette tentation-là, tu peux être sûr que tu vas céder à d'autres. Ouais. Donc voilà, t'as pas fait tout cet effort pour rien à une semaine des Jeux. De dire je vais manger McDo, c'est un peu contradictoire, quoi. C'est vrai. Après, tu vois, j'avais entendu une interview de. Alors, franchement, si c'est pas lui, je vais me faire taper sur les doigts, mais il me semble que c'était Yannick Agnel qui disait que
qui faisait Je le connais un peu. Hein. qui faisait il avait dit ça il me semble dans une interview que en fait il brûlait tellement de calories que en fait c'était autorisé et que s'il en avait envie il se le permettait et que c'était pas du tout interdit et que tu vois et il avait pas de sentiment de culpabilité par rapport à ça, tu vois. Bien sûr, ouais, en plus je pense que j'avais entendu ce truc-là. C'était un podcast aussi. Exactement, ouais, sur je sais plus quelle radio, mais je crois que je l'ai entendu. Exactement. Intéressant d'ailleurs. Et c'était il est beaucoup dans le cognitif, si tu veux, Yannick Agnel. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, s'il est heureux dans ce qu'il fait, il va pas regretter ce qu'il fait parce qu'il sait très bien le job qu'il a accumulé à l'entraînement. Donc c'est vrai qu'un petit McDo de temps en temps ou un petit McDo depuis tout à l'heure, mais c'est un excès en fait tout court. Ouais. Il peut être dans tous les registres, dans tous les secteurs. Évidemment que ça va pas faire de mal. Je dis juste que ça s'est déjà vu, des gens qui pètent les plombs au JO, c'est certain. J'ai pas d'exemple parce que je les ai pas vus, mais c'est sûr. Ouais, bien sûr, il y en a. Ou des mecs qui craquent 2 semaines des trucs et qui se la ramassent pour rien, tu vois. Il y en a peut-être un à ma gauche. Mais... Salut Brian. On prévoira une petite interview pour que tu nous racontes ça. Il faut que tu passes ça. Après Yannick Agnel, on parle d'un mec qui est champion olympique à 20 ans. Il a une histoire assez particulière aussi. Il est parti aux États-Unis. Bah, tu l'as entendu. Moi, je le connais un peu, donc son histoire aussi, je la connais. Il avait un tyran, lui, comme coach. Donc, forcément, quand t'as quelqu'un comme ça qui est, alors lui, pour le coup, c'est possible qu'il l'ait fouetté, littéralement. À un moment donné, c'est normal aussi de se lâcher. Tu pètes les plombs, c'est la goutte d'eau, tu vois. Ouais, c'est clair. Alors que moi, j'ai évolué dans des milieux sains avec des coachs plutôt sains, quoi, et cool. Ouais. Relativement à l'écoute, quoi. Mais j'ai l'impression que t'es tombé sur. Enfin, tu vois, peut-être si on repart un petit peu sur la chronologie, mais tu vois, en regardant un petit peu ta fiche Wikipédia. Parce que tu as une grosse fiche Wikipédia. Mais non, mais tu vois, j'avais eu l'impression que t'as eu, tu vois, t'as tout gagné très jeune. Tu vois, t'as dit même ton premier cross. Bon, après, peut-être, il y a pas eu que des victoires, j'imagine. J'ai perdu plus que j'ai gagné, je te l'assure. Il y a tellement de courses en athlète. Qu'est-ce que t'appelles perdre? Être deuxième, c'est perdre? Le deuxième, c'est perdre, bien sûr. Bien sûr que le deuxième, c'est perdre dans l'athlète. J'aime ça. Ah oui, bah tu le sens passer dans les crosses. Quand t'es jeune, une course, t'as pas gagné, t'as perdu en fait. Voilà, c'est ça. Justement, tu fais tout pour gagner. Il y a pas de jalousie, c'est bravo, mais je gagnerai la prochaine fois. Si tu gagnes pas, tu continues à essayer, quoi. C'est ça, c'est le but du sport. Hein. Ouais. Et c'est vrai que parfois, à plus haut niveau, oui, on crache pas sur une médaille de bronze olympique, hein, c'est clair. Hein. J'ai fait 4e, donc je sais de quoi je parle. J'aurais bien aimé l'avoir, cette médaille de bronze, par exemple. Mais quand t'es jeune, t'as l'ego, tu vois, de te dire, j'aurais pu faire mieux. Ouais. Enfin, moi, je l'avais en tout cas. Mais tu vois, ça, c'est un truc que moi, j'adore dans ta personnalité et que je trouve que peut-être certains journalistes ont mal interprété. C'est quand on est sportif. Alors après, c'est ma vision du sport, mais et tu vois, et je le transmets par exemple dans mon podcast, c'est si t'as pas envie d'être premier, est-ce qu'il y a un sens à être sportif de haut niveau si t'as pas envie d'être premier? Non, en fait, tout se justifie par le désir quand même d'être le meilleur, tu vois. Ouais, c'est clair. Je trouve que c'est un peu de l'hypocrisie avec soi-même de se dire je me contente de ce que je vais avoir et c'est très bien, je suis doué et je fais les JO, et j'ai une petite renommée, voilà. Non, moi c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Je suis pas d'accord avec ça. Et tu vois, et je trouve que tu l'as dans les rares images qu'on trouve de toi, non? Mais tu vois, tu le dis et tu l'assumes, quoi. Genre. Oui, c'est vrai que je me suis fait cracher dessus pour ça parfois, parce que parce que derrière tu t'assumes pas. Je me dis, mais c'est qui ces gens? Est-ce qu'ils font du sport, tu vois? Est-ce que tu peux reprocher à un sportif de faire son métier et d'avoir envie d'être premier? Enfin, je veux dire, tu vois, c'est complètement fou. Si le sportif il a plus envie d'être premier, mais il est plus sportif, hein, tu vois. Ouais. Et puis on dit toujours que c'est une mentalité à l'américaine, mais pas du tout. C'est plutôt très humain d'être compétiteur. Enfin, c'est n'importe quel enfant veut être premier au jeu de l'épervier. Je sais pas, c'est des conneries, tu vois. Mais ouais, t'as envie de gagner. Mais tu vois, t'es pas là pour te faire éliminer au premier coup, quoi. Non, mais non, mais c'est clair, tu vois. Et même, tu vois, je sais pas, dans une équipe plus jeune, il y en a qui vont peut-être plutôt se dire, ok, moi je suis remplaçant, l'autre qui va dire je suis arbitre, l'autre qui va dire je coupe les oranges, l'autre qui va dire je suis soigneur et tout. Mais le but c'est d'être dans l'équipe et de gagner, tu vois. Bien sûr. Non, mais après, chacun trouve sa place, tu vois. Mais je suis d'accord. Après, bon, chacun son ambition. Moi, j'ai jamais craché sur n'importe quelle ambition. C'est pas ça le problème. Mais on parle du haut niveau là, tu vois. Ouais. Et c'est ça que je
je reviens à ce que je disais tout à l'heure, certaines personnes qui se plaignent de ne pas faire, par exemple, les JO ou les choses comme ça, parce que ils sont à 2 doigts. Et puis derrière, ils vendent une com là-dessus pendant des années. Ouais, j'aurais dû, j'aurais pu. Mais ouais, mais non, en fait, parce que ça aurait fait quoi de toute façon là-bas? C'est bon, c'est passe à autre chose. Ouais. Et moi, ça me va très bien. Ouais, c'est vrai que nourrir sa com sur des regrets, petite bouche pour toi. Ah non, pas du tout. Au contraire, Brian, ça fait pas du tout partie de ces mecs-là. Non, mais exactement, Ouais. exactement. Mais... Et en plus, c'est Brian qui a loupé les jeux de très peu, tu vois, et c'est bon. Il a l'esprit de compétition quand il y est. Ça a pas marché, même si ça aurait pu. Et ça aurait peut-être dû d'ailleurs. J'ai peut-être des histoires de rencontres ou des choses, des concours de circonstances. Il a arrêté, il n'a plus jamais parlé de ça, et tu sens qu'il n'a pas de rage particulière ou de regret. Ouais. Voilà. Ok. Et à quel moment que toi tu réalises un petit peu que c'est du coup que ça devient le haut niveau, que ça va devenir un métier et que tu vas sûrement devoir en avoir pour une dizaine d'années, tu vois, c'est environ 10 ans qu'il faut pour construire une carrière de sportif, tu vois, ou moi, je sais pas si tu penses à ça quand t'es jeune et tout, mais alors pour ma part, moi, quand j'ai commencé à faire des perfs intéressantes, je me suis dit que ça allait durer toujours, que j'allais jamais me blesser, tout marchait. Putain, t'es loin du compte finalement, tu te rends compte en fait que les mecs avec qui tu t'entraînais, qui avaient 5-6 ans de plus que toi et qui te disaient attends mais fais gaffe et tout, tu devrais un peu plus dormir, pars pas à cette soirée-là parce que crois-moi tu vas souffrir à un moment donné. Moi j'ai 25 ans, je te le dis, c'est plus le même corps et tout. Je dis mais 25 ans qu'est-ce que tu me racontes et tout. Moi j'avais 20 ans tu vois. Putain mais 5 ans plus tard je te jure, ça m'est tombé dessus littéralement quoi. Ouais. Donc pour répondre à ta question, c'était il y a forcément, ça devient un métier quand il y a une relation d'argent, on va pas se mentir. Quand tu commences à payer des impôts pour ta passion, pour le sport, quoi, c'est du sport, hein, donc à la base c'est juste du plaisir, et que ça commence à vraiment devenir difficile. Les courses se gagnent pas du tout facilement, voire tu perds beaucoup plus que tu ne gagnes, et t'as les relations médiatiques. Là, ça commence à devenir un métier. Tu vois, quand tu commences à avoir des gens qui t'appellent, bonjour, je voudrais faire une interview. Moi, ça, dans ma tête, ça a commencé à ce moment-là. Ok. Donc après les JO en fait. Ok. Les JO de l'été 2012. Ouais. Ok. Ouais, parce que c'est à ce moment-là, ok, tu commences à être plus médiatique, voilà. t'étais sur la scène européenne. J'ai commencé légèrement à me cadrer à ce niveau-là, on va dire. Ok. Et c'est en quelle année que tu gagnes les championnats d'Europe? C'est pas longtemps après, non? Je les ai pas gagnés. Alors c'est un médaille d'argent, non? J'ai fait médaille de bronze deux fois aux Europes seniors. My bad. Okay. Non, mais j'ai gagné les Europes juniors, peut-être c'est ça dont peut-être que t'as l'info. Mais c'est pas le même niveau. je vais appeler Wikipédia. Espoir aussi, effectivement. Espoir. Okay. Mais espoir, bon, c'est une catégorie U23, c'est que en Europe, donc tu vois, c'est pas. Ok. Bon. Même si c'est les championnats d'Europe en l'occurrence. C'est justifié du coup. Ok, ouais. Ok. Et ouais, donc c'est après les Jeux, là, tu réalises que ça commence à être ça commence à être sérieux. En tout cas, tu l'intègres dans ta vie. Ouais. Les parents, ils commencent à s'inquiéter, à se dire bon, c'est vrai qu'il y a un peu d'argent qui rentre, mais c'est vrai que c'est pas éternel. Une blessure et c'est la fin. C'est vrai d'ailleurs. C'est le côté cartésien des parents, hein, évidemment, le côté protecteur. Le problème, c'est que bon, quand t'es comme ça, que tout roule, tu te blesses pas et que tes perfs, elles diminuent chaque année. Donc diminuer, hein, évidemment, c'est l'inverse en athlète. T'es de mieux en mieux. Ça commence à inquiéter, mais toi, t'es de plus en plus insouciant parce que t'as de plus en plus de confiance engrangée en toi. Et moi, c'est ça qui m'est arrivé. C'est le problème. C'est mon problème. J'ai engrangé un peu trop de confiance, c'est certain. Tu penses? Oui, à un moment donné, c'est certain. Tu penses qu'on peut faire un excès de confiance? Ah bah j'en ai fait un, c'est certain. Mais pas niveau médiatique comme pourraient s'imaginer certains, mais un niveau de confiance, c'est bon. J'ai toujours été besogneux à l'entraînement, mais voilà, je pouvais me permettre une ou deux soirées parce que je me blessais pas. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à sentir les emmerdes venir. Et donc après là que je me suis j'ai réellement pris soin de moi. Ok. Mais je peux le dire, de 18 à 22, 23, 24 ans, je prenais pas soin de moi. Ouais. Comme un sportif de haut niveau devrait prendre soin de lui. Ouais. Et tu penses qu'il manque un accompagnement ou est-ce que tu vois, toi tu l'as dit le mec de 25 ans, il vient te voir et il te dit ce qui va t'arriver et tu le crois pas, tu vois. Je l'écoute, hein. C'est pas que je le crois pas, c'est que je me dis bon, il a peut-être moins de chance que moi. Ouais. Niveau blessure et tout, peut-être que lui il se prend trop la tête.
Alors, en l'occurrence, je parle d'un mec qui était hypocondriaque. Donc, pour le moindre truc, et tu vois, je pense que ça joue en fait sur la perf, ça. Ouais. Dès que t'as peur d'un petit truc, bah forcément, tu vas pas t'entraîner pendant 2-3 jours. Et alors que moi, j'avais mal et je continuais à m'entraîner. Finalement, une douleur que j'avais, elle repartait aussi vite qu'elle était arrivée. Ah, t'as une grippe le lendemain, tu étais ou... Moi, tu vois, j'ai jamais chopé de grippe déjà. C'est pour ça que pour moi, je considérais que j'avais de la chance et que j'avais le totem, tu vois. J'avais le totem de l'immunité. Ouais, ok. Et du coup, le totem, tu l'as jusqu'à 2017, quoi. Non, pas du tout. Non, je me blesse bien avant. C'est vrai. Ah oui, tu 2014, reviens de blessure en 2017, mon record personnel, je le fais en 2014. Et après ça, j'ai eu un enchaînement de douleurs en fait quotidiennes. Ouais. Donc je m'entraînais toujours, mais c'était déjà plus pareil. Ok. 2017, c'est ma pire année à l'entraînement. C'est là où je suis le plus nul et je fais la plus grosse perf en fait de ma carrière, sans toujours trop comprendre pourquoi. Et, bon, je l'explique par d'autres biais évidemment, mais Ouais, peut-être. Mais en tout cas, enfin, tu dis que t'as enchaîné les blessures. En me renseignant un petit peu, je crois que j'ai découvert l'anatomie humaine et des blessures que je ne connaissais même pas dans ce que t'as eu. J'ai vu qu'il y avait une aponévrose des fessiers. ouais, exactement. Bah, Alors pour moi, c'était l'aponévrose plantaire, tu vois. Là, l'aponévrose, il y en a dans tous les muscles du coup. Ouais, du coup, il y en a dans tous les muscles. Mais du coup, c'est ça que j'ai appris, tu vois. Ok. Bien, voilà, on apprend des choses sur Wikipédia finalement. Exactement. Il n'y a pas que des conneries. Mais non, mais ouais, j'ai vu que t'avais eu on s'en rend pas compte, en fait, je trouve, en tant que téléspectateur ou en tant que fan, parce qu'on va regarder les quelques actus, on va regarder les championnats du monde, on va regarder tous les étés, tu vois, suivre ce que font les champions. Oui, bien sûr, parce que c'est pas médiatisé. Mais on voit pas ce qui se passe tout le reste. Et moi, j'ai vu, en fait, je me suis rendu compte que quasiment tous les ans, t'avais eu un petit pépin, quoi. Peut-être pas tous les ans, mais en tout cas qu'il y avait eu des blessures qu'il a fallu surmonter. En fait, oui, voilà, l'athlé, je vais répondre à tes deux questions. En gros, l'athlé, c'est un sport à double tranchant. C'est-à-dire que pour des mecs comme Brian ou comme moi, on a une personnalité, ça correspond au sport. Si tu veux, on peut s'entraîner partout. Personne nous fait chier. Mais vraiment. Genre, on peut ne pas répondre à un seul journaliste ou à un seul de ses potes ou sa famille et être à l'autre bout du monde. Il rigole en connaissance de cause. Et en fait, être tranquille et se préparer toute l'année sans que personne nous fasse chier. Ouais. Mais le côté tranchant, il est là. C'est-à-dire que si tu perds pas l'année, parce que c'est, comme tu dis, la plupart des gens regardent les championnats du monde, les sponsors ne regardent que ça, ne s'intéressent qu'à ça, ils s'intéressent un petit peu aux grands meetings, mais le plus important, c'est de ramener une breloque. Ouais. Voilà, il n'y a rien d'autre dans l'athlète à part ça. Et même si tu fais un record du monde sans breloque, finalement, ça veut dire que tu n'as pas fait le job. C'est clair. Et donc, du coup, si tu te loupes, bah, c'est une année de perdu. Et une année de perdu, c'est énorme. Alors que au foot ou au tennis, bah voilà, t'as 4 grands chelems, t'as un match toutes les semaines, t'as la Champions League, et au moins tu peux faire tes preuves. Par contre, t'es sans arrêt médiatisé, sans arrêt avec un pic de forme régulier, on va dire. Ouais. Tu vois, en athlète, t'as 1 ou 2 pics de forme en fonction de ce que tu vas faire. Okay. Voilà. Et puis ta deuxième question, elle était reliée, je sais plus trop à quoi, mais tu me parlais d'une relation avec les blessures, c'est ça? Donc en gros, moi j'ai jamais voulu trop parler de ça parce que à chaque fois j'ai pu être présent et en pleine forme dans les championnats que je faisais finalement. Ouais. Voilà. Mais c'est ça que j'ai trouvé fort, non, mais parce que j'arrivais à courir en fait, tout simplement. J'étais pas gêné, j'avais des phases d'entraînement assez longues pour pouvoir être en pleine forme, tout simplement. Donc il n'y a pas d'excuse là-dessus. Je dis juste que mon corps n'est plus le même déjà à 23 ans qu'à 18 ou 19. Quoi. Ah, c'est clair. Okay. Donc voilà, s'il y a des jeunes qui m'entendent et qui se la ramassent en ce moment, qui ont une bière en main, vous pouvez la prendre, mais ça ne durera pas si longtemps que ça. Il y a des jeunes du GDOS qui nous écoutent, je sais. Voilà. Donc, à la leur, je trinquerai volontiers avec eux. Mais ouais, ok. Et t'as mis des choses en place depuis, du coup, pour ouais, bien sûr. J'ai mis des choses en place et ça demande beaucoup d'efforts pour un mec comme moi parce que c'est la confiance que je donne à un homme, elle est pas si facile. Donc, il a fallu que j'intègre avec moi un ostéo qui me suit encore, qui est un ami. Et j'ai besoin de cette relation amicale avec les gens, sinon ça passe pas. J'ai du mal avec les prestats, tout simplement.
Donc oui, j'ai une équipe autour de moi en qui j'ai énormément confiance et je pense que c'est partie des choses qui font que je continue en fait le sport. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu vois, tu parles de cette confiance, c'est quoi? C'est des gens qui t'ont trahi par le passé? C'est Non, même le pas, fait même que pas. t'as besoin d'avoir ce cercle, tu vois, proche avec qui construire. C'est, tu sais, Bah je suis pas dans le je prends, je jette. En fait, je suis pas là-dedans. J'ai jamais été là-dedans dans les relations humaines. ouais. Donc parfois je coupe. J'ai des phases un peu autistes, mais mes amis le savent. Mais c'est jamais malsain en fait. Et pareil avec les gens avec qui je bosse en fait. On a une relation, comme tu disais tout à l'heure, c'est du haut niveau. On est là pour gagner en fait. Donc on joue les choses transparentes. C'est pas forcément un traumatisme de jeunesse. Hein. C'est que voilà, on a une personnalité. Je sais pas comment toi t'es avec les gens avec qui tu bosses. Si t'as besoin de forger une relation amicale, forcément. Mais moi, ça a toujours été comme ça. Bah moi mon boulot c'est et sur tous mes boulots en plus et même avec un peu avec le podcast c'est de créer une relation assez vite. Alors, Voilà. après On boire un coup. non après l'enjeu c'est d'être capable de les entretenir et quand tu fais beaucoup de rencontres c'est là où tu limites tu vois t'es obligé de garder que les gens que t'as vraiment envie de garder. Ouais, non mais c'est clair, proches, bien sûr. et mais du coup on est très différents là-dessus mais je te comprends je comprends je comprends mon opposé en tout cas. Bah moi aussi, je comprends mon opposé. Non mais vraiment en plus. Ok. Mais c'est bien, on a des points communs et des grosses différences. La dissidence, hein, c'est ça la vie. Hein. Ouais, c'est clair. Alors je sais pas si c'est le bon moment pour le faire. J'avais fait une petite surprise. En fait, tu vois, en regardant. J'ai toujours aimé les surprises, bizarrement. C'est vrai. Ouais. Après, ça c'est une surprise, ça fait très journaliste. Donc tu vois, je sais pas si ça te. Je sais pas du tout si ça va te plaire, mais en tout cas, tu vois, je me suis dit, en fait, je regardais les images un petit peu hier. Je me remémorais tout ça, et je me suis souvenu qu'après ta plus belle course, je pense que vraiment que c'est la plus belle course d'athlète que j'ai vue de ma vie, tu vois. Putain, Et bah, merci. bah après, tu vois, parce que j'ai fait un peu de 800 et je sais à quel point Ah, t'as fait du 800? c'est une horreur. C'est bon ça. Bah après non, tu vois, j'ai pas fait du 800 à proprement parler, mais quand tu vas travailler, je sais pas, quand tu vas préparer un tri, tu vas te faire des blocs de 800 ou tu vas te Ah faire, oui, bien sûr, c'est clair. où il y a des moments où tu vas faire un peu plus de vitesse et tout, et tu sais que si t'essayes de t'éclater sur un 800, c'est un enfer. Enfin, c'est du Oui, mais après masochisme. tu trouves d'autres d'autres paramètres de plaisir, de bonheur. Mais c'est vrai que le 800 en lui-même ou l'athlé, enfin le demi-fond, dans tous les sports d'ailleurs, le demi-fond c'est pas Ouais. facile, c'est sûr. Mais après Mais- tu deviens dépendant, hein. C'est une connerie ce truc. Hein. C'est terrible. c'est- Les c'est- endorphines, tout ça, l'esprit de compète. Mais moi, les endorphines, ils viennent tard, quoi. Ils viennent au bout de 3-4 heures d'effort, tu vois. Ah bon, ah bah, c'est Ouais. peut-être pas ça alors, ça, c'est peut-être juste la fatigue. Généralement ça vient immédiatement. Je les ai, moi, pendant un gros triathlon bien costaud. Ah ouais tu vois, ah ouais, je les ai à ce moment-là. Quand tu poses le vélo et que tu démarres, tu vois, et là, au bout le premier kilomètre, tu vois tout de suite comment tu vas faire les 20 prochains, quoi. Là, Mais là, à mon avis, elles y sont déjà. Hein. bah, écoute, ouais, là, t'as les hormones à fond, ouais. Là, t'as les hormones à fond. Ouais. mais sur, je sais pas, je dois manquer de testostérone ou je dois manquer d'un truc, mais sur Je 800. ne pense pas que tu manques de testostérone. Mais sur 800, qu'est-ce que c'est dur. Je me dis mais waouh. Et du coup bah tu vois, moi quand je regarde ta course, je me dis mais le mec est fou. Comment il arrive à faire ça? Il vole, tu vois. Et Non, et- crois-moi que non. Surtout la perf que j'ai fait, elle n'était pas extraordinaire ce jour-là d'ailleurs. Enfin, au niveau du temps, chronométrique. Au niveau chronométrique, ouais. Au niveau du temps, bah tu parlais de Oui. ton ami tout à l'heure qui faisait une 44. Voilà, il a fait une 44-50. Le titre de champion du monde, je le gagne en une 44-70 et des brouettes. Exactement. Donc, tu vois, c'est là où je veux en venir. Ouais. Tout est possible dans un championnat. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Des fils qui se touchent. Hein, bah, qu'est-ce qui se passe c'est à ce moment-là, c'est une accumulation. Quand je me retrouve au départ, c'est une accumulation de championnats où je fais des finales et j'ai toujours cette même sensation, tu vois, un petit complexe de je vais pas m'exprimer complètement, je suis pas le meilleur aujourd'hui, c'est sûr. Tu vois, t'as toujours ces petits démons en fait que là j'avais pas, bizarrement, vraiment. Ouais. Et c'est-à-dire en fait, je
je prévoyais littéralement de gagner dans ma tête. Même si c'est banal ce que je viens de dire, je t'assure que 10 secondes ou 1 minute avant une course, pendant des années, la seule pensée qui me venait à l'esprit, c'était putain, j'aimerais bien que ça soit demain là. Ce qui se passe maintenant, j'ai pas envie de morfler. Comme tu dis, le 800 c'est dur. T'as cette relation de douleur aussi avec le 800 en fait. Donc, le demi-fond. Ouais, est-ce que t'es prêt à te faire mal maintenant, et en fait, non. J'étais jamais prêt à me faire mal maintenant. C'est-à-dire que je le faisais à chaque fois. Oui, je faisais des perfs, je faisais mes records. J'arrivais à gagner des courses parfois. Et j'arrivais à me transcender à partir du moment où le pétard était parti. Et par contre, ce jour-là, c'était l'inverse. Pendant toute ma préparation, je prévoyais de gagner. Ok. Tu vois, j'étais pas stressé comme d'habitude. J'étais pas parce que quand tu commences à avoir un petit peu de stress, tu sais, t'as la fameuse jauge de stress positif négatif. Et en fait, sans s'en rendre compte, elle passe au-dessus, elle passe en dessous. Et puis, en fait, le stress négatif, c'est ni plus ni moins qu'une hormone. Et puis d'un coup, t'as une pensée négative en fait. C'est relié directement. Ouais, exactement. Elle est corrélée à je vais pas envie. Elle est corrélée à j'ai pas envie de le faire. Ouais. Et donc je vais pas le faire. Si t'as déjà pas envie, tu peux pas le faire, c'est pas possible. Même si tu t'es entraîné dur, il suffit d'une émotion pour foirer tout. C'est un peu le haut niveau. Tu le vois au tennis, ça d'ailleurs. Tu le vois au tennis avec des mecs comme Nadal, Djoko ou Federer dans certains grands chelems sur des balles. Tu vois, rien qu'un mon fils qui avait perdu contre Djoko là, c'était à Bercy. Combien il a 3 balles de match, un truc comme ça. Si c'est pas mental, si c'est pas une émotion, voilà. Pour moi, c'est la même chose qui s'est passée, c'est-à-dire que 5 secondes avant la course, je prévoyais de gagner. Il n'y a pas d'autre option possible en fait. Okay. Je savais pas encore comment. Alors, j'ai pas retrouvé ça. Hein. Je vais pas te mentir, j'ai pas retrouvé. Mais après, tu l'as refait souvent quand même, un petit peu le coup de partir au 600. Je l'ai refait souvent parce que ça fait partie de mes points forts aussi. Donc les accélérations qui sont longues, qui partent de loin. Tu vois, je vais avoir plus tendance à avoir mes chances en fait. Si je pars de trop tard, j'ai les mêmes compétences que les autres en fait à ce niveau-là, voire un peu moins d'ailleurs. Okay. Puisque j'ai une plus grande foulée. Et t'as des mecs, tu vois, ça se trouve, toi, si t'avais fait du 800, tu m'aurais mis dedans, là. Et t'aurais peut-être eu des plus petites foulées, tu serais en 5 mètres, tu m'aurais mis 3 mètres, tu vois. Je sais pas. Écoute, j'aurais bien aimé qu'on court un peu ensemble, mais ok. Si tu le dis, je te crois, c'est toi le spécialiste. Mais c'est la richesse aussi de mon sport, c'est-à-dire que t'as tous les morphotypes. C'est vrai. Voilà, donc t'as du maigrichon d'1m65, et t'as du grand gab d'1m90, 80 kilos, quoi. Ouais, il y a des mecs un peu costauds, hein, d'ailleurs. Ouais, et puis c'est différents profils qui se rejoignent en finale, quoi, de championnat du monde, et ça fait une explosion de saveurs. C'est pas un bon cocktail, hein. Cocktail acide lactique transpiration, t'y vas pas, hein. Si un peu de stress avant, ça va mal partir. En plus. Ouais. Et ok, cool. Bah écoute, en fait, j'avais préparé un mini truc, mais en gros, je voulais te raconter comment moi j'ai vécu la course. Et ça te dit, je fais le truc? Au pire, je le coupe au montage. Fais le truc, hein. Allez. On est là. Et du coup, on est le 8 août 2017. Je suis aux Arcs 1800 en train de faire ma semaine de montagne annuelle. Décrassage au vert, comme disent les champions. Le vert, ça veut dire rando et bière. Et je crois qu'il est 18 ou 19h, ma télé marche plus. Putain, c'est la merde. Il y a PAB qui court ce soir. D'ailleurs, il faut plus dire PAB. On peut le dire. Les autres gars ont l'air très en forme. Lui, il revient un peu de blessure. Il a été sauvé au temps en demi. Mais quand même, j'aimerais bien voir Raps à la télé. Et en plus, il va peut-être nous faire un super second hommage à Usain Bolt. Parce qu'il me semble que tu en avais fait un sur la première demi. Exact. Qui m'avait fait beaucoup rire. Bon. J'aurais peut-être, finalement, j'ai rien eu de tout ça. À l'époque. L'avenir nous le dira. Mais je descends et je fais toute la station pour trouver une putain de télé. C'est une histoire vraie, hein. C'est une histoire vraie. je me retrouve dans ce putain de PMU des Arcs. Alors, l'histoire n'est peut-être pas vraie, mais appelons le Robert, qui est derrière le comptoir, qui doit faire 1m80 pour 120 kilos, qui me sert une blanche du Mont Blanc. Non, une grosse moustache, effectivement. On va le retrouver. Et ouf, ça commence dans 10 minutes. Bon, selon Robert, il y a 9 téléspectateurs sur 10 qui ne te connaissent pas. Voire 10. Alors, vu que c'était toi le 10e. je lui explique quand même que tu pars couloir 4 et que normalement c'est censé être le couloir des favoris. Ça part très vite. Si vite que je vois pas passer les 200 premiers mètres. Aux 200 mètres, il me semble que tu laisses passer les favoris.
c'est ma version. Je me Mais fais en bousculer. vrai, tu te fais un peu marcher dessus. Je me fais victimiser. Mais après, on peut aussi dire que c'est faire preuve de galanterie, comme on connaît la suite. Pourquoi pas. Tu vois le côté positif des choses pour moi, c'est bien. Exactement. Au 400 mètres, t'es 6e. Il y a le Kényan et le Botswanais devant. Le Polonais, il est encore derrière toi. Le Polonais. Le Polonais est encore derrière toi. Bah tiens, qu'est-ce qu'il fout le Polonais? Il s'est endormi. À ce moment, on se dit que la fin, on la connaît. Et puis de toute façon, on n'a jamais vu un Français gagner sur 800. Mais Patrick Montel nous dit que t'es encore là. Bah merde, moi je me dis que Patrick a peut-être perdu la vue. De 400 à 500, on voit pas grand-chose. Le cadreur, il a choisi un plan de côté mal branlé. Et Robert me donne un coup de coude qui vient renverser ma bière sur les pompes. Et il me dit, bah alors, il est où ton champion? 500. T'as l'air fringant, mon petit gars. Tu lâches un petit sourire en mode photo de profil app de dating. Laquelle? On sait laquelle. Tu nous prépares un tour de magie, dis donc. Et là, de 600 à 650, le tour arrive. C'est pas un vélo qui sort de ton chapeau, un scooter ou une moto. Trottinette électrique. Une trottinette électrique, exactement. En plus, tu m'as fait le coup. En 50 mètres, le mec passe premier. Waouh. Là, je me dis, on est sur un truc. Mais peut-être qu'il s'est juste fait kiffer, qu'il va se faire écraser. Mais bon, je le comprends. Avec cette tactique-là, c'est sûr, on parlera de lui demain dans l'équipe. J'ai pas eu tort sur ce coup-là. 650. Le mec a vraiment un gros moteur. Il vient de passer une autre vitesse. Il va faire tout le virage devant. Tu sors du virage, t'as 3 mètres devant. C'est les derniers 100. On voit que les mecs derrière ont l'air à l'agonie. Toi, t'as l'air serein. Robert du PMU dit, ça joue dans la tête maintenant. Alors, il est très marrant. Robert, il est un coach d'athlète. Hein. Il est très marrant, Robert, mais vu son ventre, je pense qu'il n'a jamais couru en 800 de sa vie. On entend Stéphane Diegana et Patrick qui hurlent. Il va le faire. T'arrives presque au ralenti, tout s'arrête, le sang monte à la tête. Juste avant que tu tombes par terre, tu te demandes si c'est toi qui l'as fait. T'es par terre à bout de souffle. Et malgré un record de France que tu tenais, malgré tous tes titres, et malgré la confiance que tu avais construit, Patrick Montel ose nous lâcher la punchline de la soirée. Qui aurait osé parier 1 centime sur ce type? Je trouve que c'est une bonne phrase, moi. Moi, monsieur, ça m'a même coûté une bière et une paire de baskets. Bravo. Bah du coup, il te l'a renversé, donc il t'en a repayé une derrière, j'espère. Exactement. Juste pour ça. Exactement. J'ai été rincé toute la soirée. Putain, mais c'est vrai cette histoire en plus. Je suis rentré un peu tordu. C'est ouais. énorme quand même. C'est vrai de vrai, ouais. Tu t'es chauffé dans un PMU. Du coup, il va falloir qu'on le voit ce PMU. Hein. Eh ben, écoute, si tu veux, j'y retourne là dans quelques semaines, donc je peux y prendre une photo et PMU des Arcs 1800. Ouais. Faut que tu ailles voir la finale de la Coupe du Monde de foot là-bas. On est sûr de gagner. Il y a un truc. Et en plus, grâce à toi, on voit Brian à la télé qui vient de supporter, qui est dans qui est dans les gradins. Tu connais l'histoire? Raconte. Celle-là est extraordinaire. Hein. Elles sont toutes extraordinaires. Ouais, mais est-ce que tu peux te greffer au podcast pour raconter le début de l'histoire? Bah moi, je vais essayer de te faire ma version, parce que ton histoire elle est belle. Hein. Ok. Mais le fait qu'on se connaisse pas, tu vois, ça me vend du rêve en fait. C'est-à-dire que c'est l'autre côté de l'écran que moi je connais pas. Ouais. Donc je suis hyper flatté, hein, sans déconner. Hein. Je savais pas que moi, de l'autre côté, il se passait des choses de ce genre-là. Qu'il y avait le petit dixième du gars qui me. Le 1 sur 10, tu vois, qui existait. On sait rien. Il y en a. Mais, je te le dis. Mais mes potes, par contre, ça, je sais ce qu'ils faisaient à ce moment-là, ce qu'ils me l'ont raconté derrière. Et Brian, c'est de loin l'histoire la plus incroyable. Donc, Brian est dans le sud de la France. Ok. À ce moment-là. On va pas tout dire quand même. Hein. Il est dans le sud de la France, je sais plus où. Et je crois que t'as un date avec une nana, c'est ça? Comme ça? Un bandol. Un bandol. Alors, je m'en rappelle plus s'il se prend un plan ou une connerie. Voilà, il se prend un fake Tinder. Je sais plus exactement ce qui se passe. C'était 10h20 10h20. C'était 10h20 en plus. Okay. Et donc, moi, je viens de passer, effectivement, comme tu l'as annoncé, autant c'est pas la folie, tu vois. Autour de moi, on se dit pas du tout que je vais me faire une médaille, même si les plus proches me disent mais t'inquiète et tout,
les compteurs sont mis à zéro, les conneries, tu vois, que tu peux entendre tout le temps. Oui, c'est vrai, d'une certaine manière, mais bon, dans l'athlé, faut être un peu rationnel aussi. Et d'ailleurs, la preuve que non, finalement. Le mec arrête pas de se contredire à chaque phrase, c'est génial. Et donc, bref, j'appelle Brian, tu vois. Vrai, J'appelle Brian, que j'ai sûrement pas eu depuis quelques minutes, ou quelques jours, je sais pas en vrai. Et je lui dis, non, mais t'es malade, faut que tu viennes et tout. Et à ce moment-là, je te jure, il a une cote à 50 pour qu'il vienne. C'est pas possible. Même plus, il a une cote à 1000. Tu paries 1 euro sur lui, tu te tapes 1000 euros. Parce qu'en fait, c'est improbable. Je sais plus si c'était un manque t'étais en galère de thunes ou un truc comme ça à ce moment-là. Voilà, il me semblait qu'il avait un problème. Donc Brian vient de dire en hors cadre qu'il s'était fait voler la carte, quoi. Ouais, bon, il s'est pris une embrouille en fait. C'est une embrouille assez calculée. La nana, elle a déjà son schéma et donc là, il est tombé dans le piège, quoi. Et donc en fait, il se retrouve sans carte bancaire et tout, quoi. Voilà, avec 100 balles dans la poche. Incroyable. Bah, c'est le détail important. Et en fait, on raccroche et il me dit t'inquiète, je serai là. Mais tu sais. Quand on se parle comme ça, ouais, bon, tu seras là, mais pas vraiment, quoi. Tu seras là pour me supporter dans ton cœur, quoi, oui. Ou tu trouveras un PMU comme Bart, quoi. Et tu m'appelleras en FaceTime, tu me feras une vidéo où c'est la preuve que tu auras regardé le truc, quoi. Putain, le mec, il enchaîne TER, je sais plus si c'est Blablacar, des trains. Ah ouais, ok, d'accord. Donc ta carte était bloquée, mais t'as 100 balles. Donc il se tape x4. Donc je sais pas sur quel chiffre t'as misé, mais non, j'imagine que t'as doublé 2 fois. T'as dû faire rouge et rouge ou rouge ou noir, te connaissant. Donc il passe, il a 400 balles. 400 balles en main, ça suffit, hein, de gondole, gondole, je sais plus, pour aller à Londres et pour y être à l'heure de ma course. Et putain, le gars se pointe, quoi. Le gars se pointe en 24 heures chrono, hein, je te jure. 7h, je pars le matin à 7h et j'arrive à 20h15, 20 minutes avant sa finale, avec Kevin qui vient me donner la place et me dire dépêche-toi. Donc il part à 7h du matin, il arrive à 20h, ce qu'il vient de nous dire. Je me rappelle plus de tous les détails non plus, hein. Moi j'étais quand même dans ma course à ce moment-là. T'imagines que lui, tout ce qui se passait dans sa vie à ce moment-là, c'est-à-dire que ça se trouve, il vient pour un flop, hein. Parce qu'à ce moment-là, l'exploit c'était limite d'être passé en finale avec la forme que j'avais. Ouais. Parce que j'étais quand même passé au temps. Et en fait, ce que les gens savent peut-être pas, et je vais le dire maintenant, c'est qu'en fait, je suis passé en partie en finale au temps parce que je suis pas à 100% de mes moyens en demi, parce que je suis sous anti-inf, parce que j'ai mal en fait à ce moment-là. Ouais. Où tu viens de me dire là, au truc de fessier là. J'ai encore mal à ce moment-là et je me dis ça suffit, j'en ai marre d'avoir mal. Aujourd'hui, je vais pas avoir mal, je prends un anti-inf. Et en fait, le jour de la finale, j'ai dit fuck et je prends pas d'anti-inf. Parce que je me suis senti diminué. Donc j'ai dit autant mettre toutes mes cartouches, tu vois. Et donc là, Brian se ramène, quoi. Et donc il voit Kevin, mon agent, qui est là. Il lui file une place au dernier moment. Il y avait mes parents, machin. Il les rejoint dans les tribunes. Et en fait, j'apprends qu'il est là, quoi. Au tout dernier moment. Il m'envoie un message, il me dit j'ai fait et tout. Extraordinaire, tu vois. Beau, et donc quelques secondes ou quelques minutes après la ligne d'arrivée, je vois sa tronche avec sa moustache. Exceptionnel, quoi. C'est beau. Ah non, franchement, c'est magnifique. C'est beau. Donc, le gars avait plus de carte bancaire. Il a joué au casino. Ma victoire, en fait, quelque part. Enfin, ma victoire en direct, en tout cas. Ouais. Belle. Merci le casino. Bah, merci la vie, quoi. Merci l'envie aussi, surtout. L'envie de Brian de vouloir voir. Tu vois, des fois, t'as un truc qui te pousse, c'est comme un chiffre à la roulette, ça. T'as un truc qui te pousse à mettre tout, tu sais pas pourquoi et ça passe. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais quoi, je te propose, si jamais on devait interviewer Brian, on pourrait la faire à 3. Tu passerais de l'autre côté, casquette journaliste. Grave, ça serait drôle. On aurait tout le backstage des champions et de l'athlète français qui sait. Ouais, il y a un truc à faire. Ouais, mais on en reparle entre nous, on s'avance pas, mais très bon moment de vie aussi, c'est ça que je veux te dire, c'est-à-dire que là, bon, tu te doutes pas de ce qui va se passer, et puis en plus t'as tout le monde, tous tes vrais proches à côté, quoi. Ouais, là c'est les gens que. Tu vois, alors que c'était pas du tout le championnat pour, en fait.
Ouais, parce que ceux qui sont venus, finalement, c'était ceux qui savaient qu'il fallait te soutenir, parce que C'était mon staff, quoi, majoritairement, puis mes parents. Ouais. Et elle change la vie après une course comme ça? Oui, elle change la vie, bien sûr. Elle change la vie parce que déjà, il y en a plus 1 sur 10 qui te reconnaît, mais ça commence à passer un peu plus. On a vu les frais aujourd'hui. Je dis pas 10 sur 10, hein, mais pas à ce point. Hein. Il y a Mehdi, le stagiaire, qui t'a pas reconnu. Mais si, je pense que si je fais un scandale et que je dis que quelqu'un m'a insulté avec des propos racistes, bon, ça va pas faire un buzz, tu vois. Ça va pas faire un gros buzz comme Neymar, mais ce que je veux dire, c'est que je le ressens au quotidien, même mes amis, ils l'ont ressenti quand on va dans des bars. Beaucoup, évidemment, beaucoup plus en 2017 que maintenant. Déjà parce que je me suis fermé et puis parce que, voilà, c'est normal, hein, le temps passe. Mais c'est vrai que c'est flatteur, mais c'est pas le truc le plus agréable du monde. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait, du coup, un peu te refermer, tu vois? Alors, tout le monde spécule, tu vois, tout le monde dit oui, un peu marre des médias, faut se reconcentrer, il faut resserrer le rythme de vie et tout, mais moi, ce qui m'intéresse plus un peu de savoir, tu vois, c'est est-ce que tu sens les bienfaits que ça t'a fait, en fait, tu vois, ou est-ce que tu sens le changement, que ça t'a fait du bien, T'as arrêté de couper les ponts avec les médias? Ouais, exactement. Ouais. Ah, ça m'a fait un bien fou. Ouais. Ça m'a fait un bien fou, mais la genèse, c'est l'agression, hein. Ça va pas au-dessus de ça. En fait, je me suis senti piégé par des journalistes en fait qui ont retourné leur veste dès que j'ai été mis en examen. Et ça m'a blessé énormément en fait. C'était des journalistes qui me soutenaient et notamment des journalistes sportifs de l'équipe et tout. Et puis quelques mois plus tard, je leur ai même accordé des interviews. Et puis je parle. J'avais déjà plus envie d'en parler beaucoup. Ouais. Et puis c'était des journalistes qui venaient me dire non, t'inquiète, on parlera de tout sauf ça et tout. Et puis une phrase que je lâche, un petit truc. Putain, c'est le titre de l'article. Puis le mec, tu l'appelles, tu dis t'es sérieux ou quoi? Mais il me dit non, mais je décide pas des titres, en fait. Puis l'image, alors, ouais, non, mais ça, c'est pas de moi non plus. Moi, je fais que le texte. Ah ouais, mais dans le texte, t'as quand même dit ça, ok. Ouais, mais c'est mot pour mot ce que tu m'as dit. Je dis oui, c'est vrai, mais bon, t'es quand même un enculé. Il me dit bah non, non, c'est mon métier et tout. Donc voilà. Ah, okay. Ça fait partie des choses pour lesquelles c'était rédhibitoire pour moi, en fait. Et j'avais besoin de m'écarter. Ouais, ça fait mal, ça fait trop mal, quoi. Mais après, ça fait partie du jeu. Moi, j'ai joué beaucoup avec les journalistes, mais c'était un jeu sain. Ouais. Voilà, c'était. J'ai jamais eu envie de donner l'image du sportif qui se plaignait à la fin des courses ou alors qui disait des trucs. J'ai fait une belle course, à demain. Ouais. Je voulais pas donner cette image-là du sport parce que moi, les interviews qui me faisaient marrer. Des sportifs que j'ai pu voir ou alors des trucs du Usain Bolt et tout, moi c'est pour moi c'est plaisant. T'arrives à faire les deux à la fois et malheureusement bah tu te prends des coups de bâton par les gens. Il suffit que tu parles un peu trop dans une interview, ah mais le gars il a perdu en fait, donc pourquoi il ouvre sa gueule, tu vois, alors que toi t'essaies juste d'être normal en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Puis surtout que t'avais pas du tout, tu vois, l'image du mec qui peut être malveillant avec les gens. Non, pas du tout. Toi-même, tu faisais beaucoup de blagues, mais ça fait partie de toi. Et mais je confirme, les blagues, elles plaisent pas à tout le monde aussi. Après, au micro ou en dehors, c'est vrai, tu vois, c'est pas du faux. Mais oui, après, ça te ferme en fait. Mais tu grandis aussi. Hein. Je pense pas que les médias, ce soit le truc le plus simple pour un sportif. Après, ça fait partie du jeu. Ça fait même partie de l'aventure financière pour un sportif. Et maintenant, majoritairement, parce que les réseaux sociaux font partie intégrante du truc, quoi. Ouais. Tu vois, une entreprise, à l'heure actuelle, elle regarde ton nombre de followers, elle regarde pas ton palmarès. Et c'est vrai, hein, je sais, parce que mon agent me l'a déjà dit pour des choses. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils prennent autant d'influenceurs plus que des sportifs. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, je suis pas du tout rageux là-dessus. Hein. C'est juste une réalité et auquel moi, je me confronte plus. Ouais. Voilà. Pour te concentrer sur l'essentiel, quoi. Je me suis toujours concentré sur l'essentiel, mais je me permettais de jouer un petit peu. Et puis j'ai pris un retour de bâton, j'en ai pas repris 2. Mais tu vois, c'est ça que je trouve hyper courageux dans ton choix. C'est que tu vois, il y a plein d'autres athlètes, et pour en avoir rencontré un petit nombre, on échange sur ce sujet un peu des fois.
Et tu vois, toi t'as carrément fermé sur les réseaux sociaux. Tu te dis, ok, bah maintenant, j'ai trop joué le jeu, maintenant je joue plus. Et tu vois, il y a d'autres athlètes, ils ont le même malaise que toi, tu t'as vécu. Mais ils peuvent pas se permettre, c'est ça? Mais exactement, ils Mais peuvent ici, pas en se fait, permettre et ils ont peur, tu vois, d'arrêter ce jeu-là parce que ou même ne serait pas forcément arrêter, mais ralentir. Tu vois. mais ouais, mais je les comprends. Tu peux pas en fait. Comme je te dis, ça fait partie du la jeu. preuve que si, toi tu peux. Ah, mais moi, du coup, j'aurais pas de rentrée d'argent là-dessus, tu vois. Ouais. Et petit à petit, j'intéresserai moins les entreprises et j'aurai moins de visibilité à long terme. Mm. Ce qui me déplaît pas forcément. C'est pas ça. C'est que je pense qu'on a tous de la qualité à apporter autour de nous. Et parfois, on va être privé de ça à cause des réseaux sociaux. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai entièrement confiance en Square Champs et Brian, parce que son projet il me plaît et c'est pas malsain pour moi. Ouais. Je le vois pas comme quelque chose qui va me faire grandir en notoriété ou qui va me faire rencontrer des mauvaises personnes ou des mauvais sponsoring. Je sais pas ce que ça pourrait m'apporter, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà, donc j'aime bien parler, j'ai bien remarqué. Bah pour le coup avec moi c'est bien tombé. Ouais, non, mais carrément. Après, bon, oui, je suis d'accord, mais peut-être que dans quelques années, je te dirais, je suis désolé, hein, j'ai eu tort en fait. J'aurais dû continuer. Voilà. Et peut-être que c'est eux qui ont raison à l'heure actuelle. Ok. Je suis pas fermé. Pour l'instant, c'est comme ça que je suis heureux. Ouais. Et t'as parlé un peu de l'avenir. Tu dois comment dans 10 ans, 15 ans? Bah, je me vois avec Brian monter des karaokés un peu partout dans le monde. Ça pourrait être sympa, ça, non? Mais c'est un bon concept, ouais. Ah merde, on vient de le balancer. On va mettre du off là. Parce que, ouais, faut pas me le dire, moi. Moi, je pars vite. Hein. J'ai pas de planification réelle sur l'avenir et j'ai toujours voulu voir le moment présent. C'est comme ça que la vie me plaît le plus. Et c'est tout l'inverse qu'on nous demande depuis toujours. Parce que moi, pour le coup, je suis un athlète d'État. Donc, j'ai fait sport-études, j'ai fait l'INSEP. Et on m'a toujours parlé de double projet, toujours parlé de l'avenir. Encore aujourd'hui, il y a une fille, une femme qui bosse à l'INSEP et qui est dans la formation et tout. Elle m'a encore dit, oui, ben, si tu veux, je serais ravi de parler de l'avenir avec toi. Moi, je serais ravi de parler avec elle, mais pas de mon avenir. Peut-être du sien. Ok. Mais ok. Tu préfères pas y penser? Non. Je suis même pas très à l'aise là-dessus d'ailleurs. Ouais. Mais bon, après, tu sais que tu trouveras une idée de projet, que tu te mettras à fond dessus pour. Oui, je pense que quand on a assez confiance en soi et qu'on est ambitieux, on peut toujours rebondir sur des choses. Après, j'ai peut-être pas. Je suis pas un surfeur, quoi. Je surfe pas sur ma vague médiatique. Ouais. Si c'est ça où tu voulais en venir. Non. Bah, tout mon discours justement va dans ce sens-là. C'est que tu vois, il y a plein d'athlètes justement qui capitalisent sur leur image parce que, tu vois, un follower entre guillemets, tu le perds pas et tu le gardes à vie entre guillemets, vraiment. Et du coup, autant en avoir un max quand tu peux en avoir un max. Mais bien sûr. Et voir ce que ça donnera après. Mais parce que ça a une value. Mm. Un nombre de followers, c'est une value market. Ouais, ça va pas plus loin que ça. Pourquoi ils le font? Pas pour leur gloire. Hein. Enfin, j'espère pas en tout cas. Si c'est de la fausse, c'est du fake tout ça. Hein. Et j'espère qu'ils le savent quand même. Avoir 400 000 personnes qui te suivent ou 1 million ou 2 millions, enfin. Bah, c'est un boulot quoi. C'est un boulot à plein temps, donc ça demande des efforts, des sacrifices, des choses. Pas forcément aussi instantané qu'on peut le croire. Non. Mais je veux dire, c'est un métier en soi, quoi. Tu gagnes de l'argent dessus, t'es rémunéré, voilà. Ouais. C'est une mauvaise raison de vouloir plein de followers pour être connu. À mon sens. Mais ça peut être une bonne raison. Pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent. Moi, c'en est une très bonne. C'est d'ailleurs relativement facile pour certains, quoi. Il y en a qui sont très à l'aise là-dessus et je les félicite de gagner de l'argent là-dessus, quoi. J'aime pas du tout de jalousie ou quoi que ce soit, hein. Que ce soit la télé-réalité ou les influenceurs, enfin, tant mieux pour eux en fait. C'est le rêve, leur vie. Les mecs qui posent des photos et ils sont bien. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu triste, tu vois, qu'aujourd'hui on attribue plus de mérite et plus de rémunération à des je te coupe, à ces nouvelles professions. Je te coupe, on n'attribue pas plus de mérite, hein. Plus de rémunération certainement, mais pas plus de mérite. Moi, les gens qui nous croisent dans la les gens qui nous croisent dans la rue, qui nous reconnaissent,
Ils t'ont pas vu sur Instagram. Enfin, Non, t'es sur puis- Instagram, mais tu non, vois, mais ils postent une photo tous les ans. Quoi. Ils savent en fait. Ils savent les sacrifices qu'on a fait et, Ouais. et ils nous le disent en fait. Ils nous regardent en face. Ils nous disent putain, franchement, bravo et tout. Moi, je fais un peu de sport. Ça fait plaisir. Continue. J'espère que tu vas pas arrêter. Et ça, c'est des petits trucs qui nous font continuer. Et ça ne n'arrive pas qu'à moi. Hein, donc, Ouais. voilà. Alors que bon, un influenceur, il va vouloir faire une photo, ça va être terminé. Je dis pas que ça m'arrive pas. Hein. Parfois, il y a des gens, ils viennent juste pour une photo, même si je suis pas reconnu tous les quarts d'heure, loin de là. C'est vrai que Souvent, les influenceurs, on les reconnaît pas dans la rue d'ailleurs. en plus, bah alors c'est eux les plus chanceux finalement depuis le début. Hein. Mais ouais, sûrement. On n'a rien à leur dire peut-être. Donc on les reconnaît, mais on veut pas y aller. C'est tout. Ça peut être ça aussi. Peut-être, je sais pas. Mais une fois, ouais, j'étais dans la rue avec des amis et on me disait tiens, c'est un tel. Et je savais pas qui c'était. C'était quelqu'un qui avait 1 demi-million, tu vois, Ouais, bien sûr. sur un réseau et sûrement sur son compte tous les mois aussi, peut-être, tu vois. Enfin, mais tant mieux. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des influenceurs, toi? Qu'est-ce que je pense des influenceurs? Et d'Insta en général et des nouveaux réseaux sociaux et de cette nouvelle façon de faire et de se montrer. Écoute, je pense qu'on rentre dans un monde que nous, notre génération, on va vite plus comprendre, tu vois, ou on va vite avoir du mal à comprendre. Quand on voit ce qui, tu vois, il y a Instagram, mais tu vois, mais il y a TikTok, il y a Snapchat. Quand tu vois ce qui est en train de se passer à ces niveaux, moi, je suis déjà allé sur TikTok, je comprends plus rien. Tu vois, enfin, franchement, Ouais. je suis vieux, je me sens vieux, tu vois. Et il y a un côté un peu flippant de se dire on est de plus en plus déconnecté de la réalité, et on est de plus en plus en fait, il y a des apps de plus en plus générationnelles et que finalement en fait on va va y avoir des codes, tu vois, par application. Ouais, bien sûr. Ça me fait un peu bizarre. Je me dis aussi que il y a une intelligence artificielle qui va connaître toute notre vie grâce à ce phénomène-là. C'est pour ça que t'as mis ça là? Exactement. Génial. Alors pour les gens qui voient pas, sur mon ordinateur, j'ai mon ordinateur portable devant moi, il y a une webcam et j'ai mis un petit scotch rose sur. Alors, aujourd'hui il est rose, des fois il est bleu, des fois il est blanc, des fois il est rouge, mais aujourd'hui il était rose et pour cacher cette webcam parce que tu sais pourquoi depuis quand je fais ça? Depuis Steve Jobs? Non, c'est qui faisait ça? Mark Zuckerberg. Ouais. Ah, Zuckerberg, ouais. Mark Zuckerberg. Et je me suis dit si ce mec là met ce truc là, c'est que ouais, grave. franchement c'est flippant quoi. Qui t'a influencé quelque part, c'est un influenceur lui aussi. Mais c'est un vrai influenceur. Bah, c'est un des hommes les plus influents du monde, donc sans qu'on le sache, tu vois. Enfin, sans que ça soit quantifié à proprement parler. Bien sûr. Mais non, du coup, ouais, pour répondre à ta question, on vit dans un monde qui va être entièrement régi par de la donnée, qu'on est en train de filer toute notre vie à des plateformes et pour l'instant les plateformes ne vendent pas leur âme au diable, pas encore trop. Mais le jour où enfin tu vois le scénario Minority Report, je pense qu'on ne va pas en arriver si loin, tu vois. C'est difficile de l'imaginer, je pense, dans quel tu vois, mais par exemple la Chine, tu vois ce qui se voit avec la reconnaissance faciale, tu vois en Chine tu traverses au feu rouge, on va te faire payer plus cher ton assurance et c'est automatique. Parce que t'as plus de chances de mourir. Donc c'est normal que t'aies plus d'accidents tu traverses au feu rouge, on te voit, donc c'est normal que t'aies plus de chances d'avoir un accident. Du coup, tu vas payer plus cher ton assurance santé. Et t'as un malus. T'as ce fameux malus. Aïe, aïe, aïe. Ok, bon, bah voilà. Déjà, je voulais pas aller en Chine, mais alors j'irai pas. Mais est-ce que tu vois, est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans ce monde-là? Est-ce que moi, je travaille beaucoup justement avec des gens qui essayent d'informer sur la data, sur comment est-ce qu'il faut en faire, comment est-ce qu'il faut la contrôler, comment est-ce qu'on peut surtout essayer de pas la faire fuiter aussi trop aux autres puissances, parce que il y a un enjeu aussi là-dessus. Donc non, c'est un peu peut-être tu m'as posé une question non, mais je suis obligé un peu de me, tu vois, j'ai pas forcément d'avis, mais je dis aux gens faites attention. T'as vu Snowden toi il y a pas longtemps hein. mais voilà, du coup je sais pas si ça répond. Mais je suis un peu du même avis en plus, donc alors faut pas non plus être ultra pessimiste, hein. Je pense que ouais, mais nos enfants, tu vois, nous on a un peu cet écart là, tu vois, mais nos enfants ils nous voient, tu vois, moi je vois mon bébé, il me voit des fois, je suis avec lui dans les bras, le téléphone sonne, je réponds, tu vois, alors que je suis avec mon fils, tu vois, c'est un peu... ouais. Ils ont quel âge tes enfants? Il y en a un qui a 6 mois et l'autre qui a 6 ans. Ah ouais, c'est tous les 6 ans toi. Il y a un cycle. Mais et du coup tu vois, bah, dès sa naissance il voit que ça.
Il voit que ça. Et il voit Ils que sont attirés en plus il par voit les smartphones. il voit C'est que dingue. l'objet auquel tu accordes autant d'assurance qu'à lui, c'est ça, quoi. C'est ça. Parce que c'est ma vie pro, tu m'appelles, on se passe un coup de fil, on s'envoie un message, une note vocale, un Ouais. truc. Donc ça serait pas les ondes alors, ça serait vraiment le fait qu'il voit en fait, il comprend que Ouais, t'accordes le autant de geste. trucs. T'as un petit boîtier en permanence dans Ouais. la main, tu te le mets à l'oreille, tu parles devant, t'écris dessus, tu le regardes en permanence, tu prends des photos avec, tu fais des selfies avec ton bébé. Bon, j'en ai trop dit. Il lui demande de sourire alors qu'il sait pas encore. Exactement. Mais non, on vit dans un monde intéressant qu'il va falloir étudier, quoi. Oui, bah une chose auquel on pourra pas freiner, c'est la technologie. Donc Ouais. ça c'est certain. Ok. Toi, t'as un petit avis sur le sujet? J'ai un petit quoi? Un avis sur le sujet? Bah, tu parlais de Snapchat et tout. Snapchat, c'est pas pareil qu'Insta déjà. Moi, j'ai pas Snap tout court, mais tu vois, c'est des trucs qui s'envoient entre eux. C'est pas déjà pour se montrer. On est déjà peut-être dans une autre logique. Toi, tu parlais de la nouvelle génération, mais je pense que la génération la plus dangereuse, c'est celle qui est venue, qui nous a succédé. Pour moi, il est possible qu'il y ait un avenir différent, au contraire. Et je vois les choses différentes bientôt. Okay. En tout cas, je les espère. Ok, bon, ça marche. Je voulais changer un tout petit peu de sujet. Revenir un tout petit peu au sport. Revenir à Brian et sa moustache. Mais non, un petit peu sur savoir comment s'était passé un petit peu les 6 derniers mois pour toi. Il y a eu pas mal de changements. Tu rejoins un groupe avec Macloufi, qui est sur la piste avec toi, qui est un gros concurrent. C'est un des meilleurs. Tu rejoins. Alors, c'est Philippe Dupont. Exactement. C'est un des meilleurs entraîneurs qu'on a en France sur le demi-fond. C'est un des plus titrés. Enfin, c'est le plus titré en demi-fond. C'est le plus titré en demi-fond. Il y a les jeux qui ont été déplacés. Enfin, il s'est passé plein de choses. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu cette dernière année et comment est-ce que tu le sens un peu pour La dernière année, de toute façon, c'est un concours de circonstances pour tout le monde. Ouais. Moi, elle m'a permis un peu de jauger un peu les gens. En plus, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce que c'est un nouveau groupe, donc est-ce que ça va devenir des amis ou pas, tu vois? Ou alors simplement des gens que je vais suivre pour m'attirer vers le haut, voilà, à titre personnel et pourquoi pas aller chercher une médaille ou gagner les jeux. Ouais. Et donc du coup, on se retrouve ensemble en novembre dernier et puis on commence à projeter des choses. Puis tout dégringole en fait. Voilà, avec le corona, avec des blessures, tout s'accumule en fait, comme beaucoup à l'heure actuelle dans le côté négatif. Et donc j'ai pris la décision moi de m'arrêter 4 mois, chose que je n'ai jamais faite pendant toute ma carrière. Et en fait, moi ma passion, elle avait un peu pris un coup, ma passion de l'athlé. Ouais. Et tu vois, c'est après Doha Non, avant. Ouais. Avant. Et si tu veux, déjà le fait de moins envie de se donner à l'entraînement et tout, ça joue énormément sur la perf et au quotidien et à long terme. Et en fait, ce qui me manquait, c'était un break, un vrai break. Tu vois, je commençais à tous les ans à rallonger mon break. Ça partait de 4 semaines et j'allais jusqu'à 2 ans les dernières années. 2 mois, excuse-moi. Putain, le mec, il est 10 ans. Ouais, je me suis arrêté 10 ans, je suis revenu à 40 ans, j'ai fait champion olympique. Incroyable. Et donc j'avais fait 2 mois. Et puis là, ce qui me manquait, je m'en suis rendu compte, c'était un break de au moins 3-4 mois, quoi. Ce qui m'est arrivé. Ouais. Et tu vois, là, je reprends à courir, j'ai envie de courir. Ça y est, la flamme est ravivée, en fait. Ouais. Mais j'ai toujours eu envie d'arrêter 1 an et de me barrer quelque part à l'étranger, de couper complètement pour revenir, tu vois. Ce qu'a fait Macloufi, justement. Lui, il a fait champion olympique. Et il est revenu, il a réussi à revenir à son niveau, en plus. Enfin, oui, il revient toujours, mais parce qu'il est hyper fort, ce mec, il y a rien à dire. Et il est hyper investi dans son truc. Dès qu'il repart, c'est pas comme nous, c'est pas à l'européenne. Le mec, c'est un Algérien, il se bute. C'est tous les jours. Il fait kiné tous les jours, machin et tout. C'est un vrai pro, lui, par contre. C'est l'autre type de sportif de haut niveau que moi, je n'étais pas pendant des années. Et j'ai eu du mal à le devenir. Et même si ma personnalité n'est pas adaptée je le deviens de petit à petit. À 28 ans, t'imagines, le gars est un peu à la bourre, quand même. Et donc voilà, ça nous a permis de plus se connaître, de plus avoir confiance en nous, de connaître un peu, moi, pour ma part, les entraînements de Dupont.
Et je suis quand même tombé sur Makloufi pendant plus de 2 mois en Afrique du Sud en confinement, quoi. Tu vois, lui, il restait bloqué 4 mois parce qu'il pouvait pas revenir. Ça crée quand même des gros liens. On s'est retrouvés dans la merde à 2, quoi, comme des cons à l'autre bout du monde, quoi. Et donc, ouais, ça aurait pu s'entretuer. Tu vois, on s'est fait la cuisine, on a rigolé, on s'est raconté nos vies, en fait. Ça, c'était hyper agréable. Ça tire vers le haut d'être avec un mec comme ça au quotidien. Ouais, parce qu'en plus, il a des choses à apporter, ce mec. Il est très, très intelligent et très intéressant. Ouais. Tu vois, il a des choses fermées comme tout le monde sur des sujets. Mais tu vois, il a grandi aussi avec moi, je le sais, à l'européenne, tu vois. Il a vu une nana passer, il a dit mais c'est quoi ce délire et tout. Alors lui, il va se marier, tu vois. Il y a eu une nana dans sa vie, c'est elle, quoi. Ouais. Et pourtant, c'est un humain, comme toi et moi, tu vois. Donc, il peut parler de choses et tout, mais ultra fidèle. Ouais. Et moi, je respecte, tu vois. Ouais, il y a des valeurs il y a énormément de valeurs que j'ai, mais je respecte pas, en fait. C'est pas possible. Parce qu'on vit, nous, dans un monde assez différent. Et donc, je pense qu'on a appris à se connaître et ça nous a aidés tous les deux. Vraiment. Ouais. Ok. Et donc, j'espère, parce que là, il répond plus, ce con. Tu vois, il répond plus au coach et tout. Je pense qu'il a été traumatisé par l'Afrique du Sud. Et donc là, j'espère vraiment qu'il va revenir à l'entraînement. Je l'attends avec impatience, quoi. Donc, si tu entends ce podcast, Taoufik, reviens. S'il te plaît, tu nous manques. Mais ok, cool. Bah écoute, il n'y a pas que lui, Il y a Il y a d'autres athlètes. Il y a un mec qui s'appelle Mehdi Bellage qui fera sûrement, je l'espère, les JO sur 3000 steeples, qui vient quasiment de faire les minima, où je me demande s'il les a pas fait d'ailleurs. 8,22, c'est les minima sur steeple. Tu vois, en tout cas, il est au niveau des minima, à quelques dixièmes près ou 1 seconde ou 2 secondes près. Donc s'il bosse bien, il peut aller au jeu. Et donc, tu vois, on s'attire vraiment vers le haut. On a des secteurs différents. Tu vois, moi, je fais du 800, ils font du 3000 steeple. Taoufik, il est très fort sur 800, 1500. Moi, je suis plutôt 600, 800. Donc, c'est aussi un groupe qui est agréable à ce niveau-là. À l'instar des groupes comme l'Oregon Project aux États-Unis, des mecs, c'est normal qu'ils soient aussi forts aussi. Les mecs, c'est les meilleurs du monde ensemble, quoi. Ah, bien sûr. Voilà. Mais ok, mais non, mais c'est un peu, c'est intéressant, tu vois, d'avoir justement un peu ce point de vue parce que le groupe, enfin l'organisation des groupes sportifs, j'ai l'impression que c'est en athlée, c'est venu plus tard, tu vois, aux États-Unis, tu vois, comme tu dis, ça existe depuis très longtemps. Des coachs qui te disent, bah moi, je vais dans telle ville, je me loue une baraque, vous venez si vous voulez, et puis je vous entraîne 6 mois de l'année, tu vois. C'est exactement ça. C'est très. Il y a une relation d'argent aussi avec les coachs aux États-Unis. Ouais, bien sûr. Alors que nous, on a une pudeur là-dessus. Et puis, c'est très français, les concurrences directes entre coachs et entre groupes. Et maintenant, de moins en moins. Parce que, voilà, on a été maintenant bercé par cette belle nouvelle génération. Donc, après moi, donc nous, avec Brian, on était entre nous. Mais tu vois, on s'est jamais entraîné ensemble. Il y a un problème déjà. Alors qu'on était potes depuis toujours. Et maintenant, les gens ont plus tendance à se réunir. Ils ont compris en fait que ça se passait comme ça parce que comme tu le dis dans d'autres pays, pas qu'aux États-Unis mais aussi en Australie et en Afrique, ils font ça. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont globalement meilleurs que nous. Ouais. Tu crois à la phrase à la réincarnation? Toi ça serait un chat. Trop facile. Grave. Non mais tu crois un peu au motto qui dit qu'on devient la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus? C'est la première fois que j'entends ça. Ok. Les Américains sont très, tu vois, ils sont très sur ce truc-là. Ça ressemblerait à ça, ouais, parce que déjà tu chopes les mimiques de tes potes, t'as plus ou moins les mêmes pensées, tu finis par rassembler leurs idées. Faut pas s'associer à des mecs un peu sulfureux. Hein. ouais, je serais plus là-dedans, ouais. Ok. Et ça change quoi, toi qui as déjà fait 2 jeux? Ça change quoi du coup, enfin là cette année, est-ce que vous êtes accompagné un peu? Est-ce que on vous prépare aux différences qui va potentiellement y avoir? Est-ce que déjà tu te prépares potentiellement à ce que le stade puisse être vide, tu vois, par exemple, ou qu'il puisse y avoir personne sur le village olympique, ou tu vois, ou que tout le monde porte des tu vois? Ouais, je pense que tout le monde s'y est fait ça de toute façon. C'est devenu le quotidien de tous. C'est vrai qu'on se posait un peu de questions. Moi personnellement, je me le disais quand j'étais en Afrique du Sud, on était au mois de mai. J'ai dit putain, c'est vrai. Là, c'est devenu bizarre. On porte un masque et c'est normal. Et maintenant, c'est devenu, voilà,
ça s'est standardisé, quoi. Ouais. Donc oui, j'imagine totalement un stade de JO vide, quoi. Complètement, ouais. Ok. Là, ça va perdre du charme, mais bon, nous, on est là pour gagner et pour faire du mieux, quoi. Ok. Et ça change beaucoup de choses. On banalise, en fait, petit à petit. Ouais. On n'est pas ravis, hein. Ça, j'imagine. Ce serait triste. Ce serait triste de... Bah oui, Parce que serait une catastrophe. Brian accepte le défi de faire le voyage jusqu'à Tokyo si tu l'appelles 2 jours avant. Alors là, par contre, faudra que je me bouge pour l'appel un petit peu avant, quoi. Putain, rien que le niveau... 24 heures, c'est compliqué, ouais. Il y a moins quand même que 24. 24, c'est l'Australie. Bah t'as quoi? T'as 12-13 heures d'avion quand même? Ouais, c'est ça. Après, si t'as un peu de malchance, tu te tapes... Moi, je suis allé au Japon, je me suis tapé 15 heures ou 16 heures de jet lag. Ouais. C'était juste après les JO d'ailleurs. En Russie, quoi. Horrible. Donc oui, si tu tombes sur le même vol, Brian, ouais, faudra qu'on se bouge le cul avant. Mais ok. Et ouais, ça change quoi du coup il y a des choses concrètement, enfin dans la prépa, vous avez changé ou comment tu t'adaptes par rapport à ça? Nous, on est en train de réfléchir à ce qu'on pourra pas faire. Voilà. Et donc, on coche et on barre ce qu'on pourra pas faire. Et on marque toutes les idées. Et voilà, je sais que j'ai des gars autour de moi qui veulent aller en Australie, s'entraîner. Moi, j'y suis déjà allé, mais je leur ai dit tout de suite d'arrêter de se le mettre dans la tête et de rêver à l'Australie, parce qu'on n'ira pas, c'est pas possible. Tu vois, et en Australie, tu y vas quand tu vas en décembre ou en janvier, mais c'est impossible de voyager à ce moment-là. Enfin, faut être très très optimiste. Donc déjà, les choix d'entraînement, les choix de stage, on est un peu limité, soit à l'Europe, soit aux îles françaises, qui sont très bien, mais pour le demi-fond, pas toujours. Et puis sinon, ça sera. Pourquoi l'Australie d'ailleurs? Parce que c'est le rêve. L'Australie déjà parce que c'est l'hémisphère sud, donc déjà t'inverses les pôles, donc à ce moment-là tu tapes l'été, quand normalement tu te tapes moins 10 degrés en France, enfin moins 10 j'exagère. Et puis parce qu'il y a une super mentalité là-bas, ils ont mis beaucoup de structures pour le sport, tout le monde court là-bas. Tu vois, par exemple. Tout le monde fait du sport. C'est un truc de dingue. T'as Tout des le barres de monde, traction tous les 500 mètres sur la plage. Voilà, bon, t'as été, j'imagine, ouais. C'est T'as cool, été où? J'ai fait Melbourne. Ok, ouais, bah voilà. Bah, Sydney, c'est encore pire, par exemple, tu vois. Mais Melbourne, c'est vrai que tout le monde court. C'est un bon spot pour le sport. Ouais. Et moi, qui apprécie pas tellement la mentalité américaine, l'Australie me plaît beaucoup. Ouais. Ok. Voilà. Mais c'est loin, c'est vrai. Tu peux pas partir là-bas pour 4-5 semaines. Puis c'est l'année des Jeux, tu vois. T'as cette relation particulière à devoir... tu peux pas te louper, t'as pas le droit, quoi. Tu peux pas te permettre de faire un stage nouveauté... un peu exotique. Ouais, ou non, exotique, pourquoi pas, mais un stage nouveau départ. Découverte. C'est pas un stage découverte, là. C'est les Jeux Olympiques et moi, j'ai 28 ans. Taoufik, il a 32 ans. On est sur la fin du game, quoi. Ouais. Donc si on se loupe, nous c'est la fin, quoi. Taoufik, ça va être ses 4e jeux. Ouais, je crois, ouais, putain. Ouais. Bah c'est bon, toi et ton restant, du coup. Il a fait 2008, ouais, c'est ça, putain. Ouais, ok. Wow. Bah écoute, on touche du bois, quoi. Ça va être votre année. Bah, de toute façon, vous êtes entre de bonnes mains, vous savez quoi faire. Et ouais, je pense qu'on est entre de bonnes mains. Les planètes s'alignent, quoi. Mais là, est-ce que nos coachs sont entre de bonnes mains? C'est ça aussi la question. Ok. Par rapport à quoi tu dis ça? C'est une relation d'équité. Une relation coach-athlète, tu donnes autant que tu reçois et réciproquement. Ouais. Donc, il faut... Voilà. Taoufik revient. Sinon, ce podcast est pour lui, en fait, depuis le début. J'ai oublié de le dire. Non. Mais ok. Ok, bah écoute, hyper intéressant d'avoir ton avis et ton point de vue là-dessus en tout cas et écoute, je te souhaite vraiment que les planètes s'alignent, tu vois, et que carrément, c'est gentil. Et de kiffer le jour J, quoi. Tu veux être partenaire d'entraînement ou pas? Tu m'as l'air d'être un bon gars, je pense que... Moi, je peux crier, si tu veux. Ah, c'est bien aussi, ouais. Moi, je peux prendre l'énergie des gens. Moi, je peux crier, je peux prendre des notes. Je peux filmer pour analyser un peu la foulée. Je peux faire des trucs comme ça. Je peux faire des rapports, des trucs. Mais sur la piste, je peux couper les oranges.
Ah, putain, merde, les oranges, c'est vrai que c'est un peu acide hein, pour les sports. Ouais, exactement. Mais compte pas sur moi pour courir aussi vite que toi, quoi. Je pourrais pas te. Sauf si tu fais du long. Tu vois, des Bah, petits j'en fais footings forcément un peu. Hein. 60% de mon entraînement, c'est de l'aérobie. Donc oui, je fais un peu de long. Ok. Ça ressemble à quoi une petite sortie d'aérobie du coup? Ça En termes ressemble d'allure à et. des choses à 20 km/h, entre 20, 22 maximum. Merde, j'aurais pas dû dire ça, mais il s'est découragé. Tu m'aurais dit un temps, un peu plausible. Je suis un des plus lents hein, sur ce secteur en plus, hein, donc t'as pas de chance. Enfin si, t'as de la chance avec moi. Mais je pense que t'as du boulot avec les sportifs Square Champs qui vont arriver. Le mec m'aurait dit, bah oui, je sais pas, récup, 3,50, 3,30 le kilo. On peut si tu veux. C'est un secteur différent. Ok. On peut faire une pétanque si tu veux. Ah, voilà. là on parle. Du ping-pong ou de la pétanque, voilà. Ça, c'est des sports où je risque pas de me blesser. Sauf si tu es très très maladroit. Non, ça va. Non, aucun risque. Petite pétanque, les gars. Petite pétanque, ça marche. Voilà. Et je connais des bons spots sur Paris. Nous aussi, mais on ira dans tes spots d'abord. Comme ça, tu auras tes. Je serai à domicile. Domicile et extérieur, on fait les deux. Aucune excuse si jamais je perds. Grave. Bah écoute sur ce petit défi, merci infiniment en tout cas Pierre-Ambroise d'avoir joué le jeu. C'était vraiment cool. On a rigolé quand même un peu. Ouais bah oui, non mais on était un peu sérieux mais on a un peu rigolé, c'est vrai. Prochaine fois. On a fait les montagnes russes. Non mais c'est hyper agréable carrément. C'était un plaisir. Et puis charge de revanche du coup. C'est moi qui t'interviewe, tu veux dire? Ou on se fait Brian. On se fait Brian. On se tape du Brian. On devrait faire Brian. Ça peut être drôle ça. Et voilà, on va faire ça pour les gens qui nous écoutent encore. Si jamais vous voulez découvrir un peu plus l'histoire de Brian et découvrir un peu l'histoire de Square Champ, envoyez-moi des petits messages en privé. Et si vous êtes plus de 50. Et ouais, parce que moi j'en ai des anecdotes sur Brian. Si vous êtes plus de 50, et ben vous avez entendu Pierre-Ambroise et Brian, on revient et on fait un petit épisode hors série pour rigoler. Il a dit les bons joueurs avec grand plaisir. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Envoyez-moi juste un petit message Go Brian, ou vous commentez une photo, vous commentez un post, vous commenterez le post des photos de PAB et du coup vous me direz Go Brian. C'est bien ça, j'aime bien cette idée. On teste. Grave. On va se le faire, on va se le faire jusqu'au bout, tu vois. J'avoue que c'est long pour les gens là, je me dis moi ça m'aurait fait chier au bout de 10 minutes là, c'est sûr en tant que spectateur. Ah ouais, mais quand tu cours un marathon ou quoi, ça passe détente. Ouais, c'est vrai, mais d'ailleurs ils devraient le passer pendant les marathons, les podcasts en fait. C'est plus simple, tu vois. Ou le Tour de France, putain, on se fait tellement chier devant le Tour de France, autant tu peux switcher, dès qu'il y a une action intéressante, boum, tu vois. Grave. Ok. Bon bah écoute, merci encore Pierre-Ambroise, c'était vraiment top. Avec plaisir, merci toi. Et écoute, déchire tout. Allez, pourquoi pas. On va faire ça. C'est l'idée. Ciao Bart. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.